Bonjour, bienvenue à votre formation sur l'initiation à la négociation commerciale. Cette séance est consacrée toujours à la suite des étapes de la négociation. Nous allons notamment parler de la gestion des vendeurs parce que c'est hyper important de mieux gérer les vendeurs. Pour une entreprise qui a une équipe de vendeurs, plusieurs commerciaux à gérer, c'est de mieux les gérer en les répartissant en fonction des zones spécifiques ou en fonction des produits. Mais cela peut arriver également, l'entreprise vend ou bien fabriquer et vendre un seul produit. Dans ce cas-là, une équipe de vendeurs qu'on va former sur ce produit-là, sur les fonctionnalités de ce produit, sur l'usage de ce produit et également la composition de ce produit. C'est ça qu'on va essayer de voir en détail. Voilà. Alors, dans la gestion des vendeurs, on doit gérer les vendeurs de trois manières pour mieux les répartir, à savoir dans les zones géographiques, pour les zones géographiques qui sont le plus souvent associées aux critères socio-démographiques, à savoir les catégories professionnelles qui sont très importantes. En fonction du type de client, et également, quand on parle du type de client, on voit les professionnels et particuliers. Les types de produits, on a différents types de produits. On a quelques exemples comme l'informatique, alimentaire, décoratif, la mode ou vêtements. Voilà, si on revient sur la zone géographique, on va essayer de repartir les commerciaux ou les vendeurs en fonction du secteur, de la ville, des communes, des quartiers aussi, et avec des critères bien définis. Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des salariés ou bien des personnes lambda? Est-ce que ce sont des personnes mariées? Est-ce que ce sont des personnes divorcées? Est-ce que ce sont des personnes célibataires? Pour les entreprises, on va voir quel type d'entreprise. Est-ce que ce sont des grandes entreprises ou bien des petites et moyennes entreprises, des nano-entreprises, des micro-entreprises? Nano et micro, on a tendance à ne pas mentionner, mais c'est important de mentionner les micro-entreprises. Les micro-entreprises sont beaucoup plus en contact avec la population et également les nano-entreprises sont encore en contact plus direct avec la population. Il faut tenir compte de ces clients-là. Si on est grossiste, on doit distribuer à ces clients-là. Et ce sont ces clients-là qui sont notre principale source d'information sur la clientèle parce qu'ils sont en contact avec la population. Ils sont en contact avec la population. C'est important de toujours bien servir ces clients-là. Pour les types de produits, on va essayer de répartir les vendeurs ou les commerciaux en fonction de leur affinité avec certains produits. C'est produits que l'entreprise vend ou bien les services que l'entreprise vend. Mais si l'entreprise vend un seul produit ou un seul service, les vendeurs doivent être formés de A à Z sur ce produit ou bien sur ce service. C'est vrai, on a pensé à les répartir en fonction des zones géographiques, type de produits et type de clientèle. Maintenant, on va essayer également de bien organiser la tournée des vendeurs. Les vendeurs ne restent pas sur place. Il y a des vendeurs qui sont sédentaires, ce sont des vendeurs qui l'on rencontre dans les boutiques. Mais par contre, si on a des produits qu'on doit placer ou bien qu'on doit aller démarcher la clientèle pour vendre ces produits-là ou bien pour faire connaître l'existence de l'entreprise, on a des commerciaux, des vendeurs, comme vous voulez. On doit penser à leur tournée. Comment on doit répartir la tournée des vendeurs ou bien les tournées des vendeurs pour déterminer les itinéraires, quel chemin à parcourir, sur quel périmètre à couvrir, l'organisation des plannings, quel jour et telle heure dans la journée, et quel moment aussi dans la journée, est-ce que matin ou après-midi, à quelle heure, il faut être précis. La distance à parcourir, encore, il faut être très précis dans cette réflexion. Autre chose, la prise des rendez-vous, comment gérer les rendez-vous, les types de visites à réaliser, la préparation des outils du travail pour les vendeurs, les outils classiques que vous connaissez, les outils biotiques qu'on utilise, ou bien d'autres outils, d'autres accessoires. Et même des matériels de démonstration aussi, c'est important. Les fréquences des visites, est-ce que c'est 2, 3 ou 4 visites espacées dans une semaine ou bien dans un mois ou bien chaque 15 jours ou chaque
ou bien chaque 2 mois. C'est important, il faut tenir compte de ça. Maintenant, nous allons parler de manière détaillée comment mieux répartir les vendeurs, notamment par rapport à l'itinéraire. Il ne faut pas oublier l'itinéraire et le planning, ce sont deux choses complémentaires. Ce sont deux choses complémentaires. On ne peut pas penser l'itinéraire sans penser au planning. On ne peut pas penser au planning des vendeurs sans penser à l'itinéraire. C'est pour cela il faut que l'entreprise dispose soit des agendas ou bien à partir d'un tableau de bord. Tout se passe à partir d'un tableau de bord qui permet de mieux répartir les vendeurs. On appelle ça agenda si on veut. Alors, les outils, il faut penser aux outils dans le planning et l'itinéraire. Il faut déjà que vous ayez en tête pour voir est-ce que tel endroit, quel outil qu'on va avoir, ou tel endroit, quel outil on va avoir, notamment les matériels de démonstration. Parmi les outils, vous savez très bien, pour les outils de visite, on a le stylo, le téléphone portable, l'ordinateur portable, qui ce sont les outils biotiques classiques, la liste des clients. C'est très intéressant d'avoir toujours une liste avec vous, la liste des clients. On sait quel client qu'on va visiter et chaque jour, quel groupe de clients ou bien dans la liste qu'on va visiter. Il faut les identifier. Il faut les identifier en fonction les besoins, leurs besoins, en fonction l'urgence aussi et aussi en fonction de l'objectif de l'entreprise. Comme dans cette liste-là, vous avez un ensemble d'informations sur les clients, peut-être vous n'avez pas, mais avant le rendez-vous, il faut que vous cherchiez des informations sur les clients. Alors, ça me permet de revenir à nouveau pour vous dire, votre rétro planning vous donne une configuration sur les visites à réaliser. En même temps, vous fouillez, vous cherchez des informations sur les clients et en même temps, en fonction de la distance où les clients habitent, les matériels de démonstration, les échantillons, il ne faut jamais oublier ces instruments-là. Maintenant, parlons des types de visites à réaliser. Il y a des visites de prospection, des démonstrations, des prises de commandes, des relances, des ventes, des suivis, des réclamations, des gestions des clients à problème et aussi des visites d'études. Alors, les visites d'études sont là pour étudier le problème de la clientèle. Le plus souvent, ce sont des visites qu'on réalise pour les transactions complexes ou bien les secteurs complexes. Par exemple, pour l'immobilier, c'est important de faire des visites d'études. Une fois que vous avez bien réparti vos vendeurs, vos commerciaux, maintenant, il faut penser aux différents types de visites. Comme ça, il faut briefer vos vendeurs ou vos commerciaux, dépendamment du type de visite à réaliser. Alors, il existe différents types de visites, telles que des visites de prospection. Prospection, c'est pour le premier contact avec les clients. Si vous n'avez pas arrivé d'avoir un contact par téléphone, par mail ou bien par les réseaux sociaux, ou quelle que soit la plateforme qui donne cet accès, ou par SMS, vous réalisez une visite de prospection, c'est la première visite. Il peut y avoir des visites de démonstration, ça permet de montrer comment on utilise le produit, les visites de prise de commande, les visites de relance, les visites de vente, de suivi, des réclamations, des clients à problème et également des visites d'études. Alors, parmi ces visites-là, il y a les visites de vente qui permettent de conclure l'acte de vente et entrer de l'argent la caisse, les visites de suivi qui permettent de fidéliser derrière, les visites de réclamation qui permettent de régler des réclamations, surtout si le produit n'est pas arrivé, c'est important, c'est un exemple. Et aussi des visites des clients à problème. Le client à problème, c'est important, il faut résoudre le problème avec ce client-là, mais ça peut arriver également un client qui ne respecte pas les délais, un client qui ne paye pas à temps, ou bien les clients qui résilient le contrat. Il y a la résiliation du contrat. Si ça arrive, un client résilie le contrat sans aucun préavis, là, quelles sont les conditions que vous avez mises en place? Comment vous allez gérer ça en fonction des conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation? Ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Là encore, si la loi de votre pays n'a pas de provision pour ces genres de choses, essayez quand même de vous baser sur ce que les Nations Unies ont dit. Parce que les Nations Unies sont là comme recours. Parce que votre pays, ça arrive si votre pays fait partie des Nations Unies, essayez de voir qu'est-ce que la loi dit au niveau des Nations Unies. Ça peut arriver que votre pays ne fait pas partie des Nations Unies, ne signe pas les chartes des Nations Unies, mais votre pays fait partie d'une région. C'est qu'on dit dans la région géographique. Les pays qui sont des États membres qui font partie de cet accord, ou bien de l'accord de la région, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cet accord-là?
du point de vue de la loi. Également, les visites d'études, c'est souvent pour les ventes sophistiquées, les ventes de produits qui demandent déjà des études pour comprendre le besoin et proposer des solutions. On va essayer de voir en détail. Par exemple, la visite de prospection, c'est permet de chercher des nouveaux clients. Ça, vous savez déjà, les visites de prospection, la base, c'est de chercher des nouveaux clients. Mais ça peut arriver aussi pour faire connaître les produits et les services de l'entreprise. Ça, c'est important. Ça permet également de générer du chiffre d'affaires. Quand on parle de la prospection, c'est de manière globale. Par exemple, si on fait la prospection par l'intermédiaire des spots publicitaires, ça c'est pour viser déjà la connaissance de l'entreprise et deuxièmement, la génération des chiffres d'affaires pour faire générer énormément de chiffres d'affaires. Alors, c'est important. Mais par contre, par rapport à ça, il y a des prospects froids et des prospects chauds. On parle prospect froid, c'est le prospect qui n'a aucun contact avec votre entreprise et le prospect chaud a un contact, quel que soit le contact, et il a un contact avec l'entreprise. C'est important de tenir compte de ce prospect-là. Et on a des visites de démonstration. Des visites de démonstration, c'est pour montrer comment monter, démonter le produit, comment utiliser le produit ou le service. C'est pour faire des essais, pour faire des tests en présence du client. C'est très important. C'est ça qui arrive à convaincre les clients que votre produit ou votre service correspond vraiment ou non à ses besoins. Après, il y a les visites de commande, dépendamment du produit ou du service. Et parfois, on passe la commande automatiquement après la démonstration, au courant de la visite de démonstration. Une fois que la démonstration est réalisée, on passe la commande. Et parfois, ce n'est pas la personne qui vous a reçu qui décide. C'est une autre personne de la maison qui va décider. Ou bien, si vous êtes en B2B, et le responsable qui vous a reçu, ce n'est pas ce responsable-là qui doit décider. Peut-être c'est le chef, ou bien le patron, ou bien la patronne qui doit décider. C'est pour cela que vous prenez un rendez-vous pour qu'il y ait vraiment une autre visite de commande. Ça, il faut tenir compte de ça. Les visites de relance, c'est important, surtout quand il y a des nouveaux produits qui arrivent, ou bien des clients qui ne payent pas, ou bien quand il y a eu une rupture de stock. Le client a commandé, il y a eu une rupture de stock. Vous avez promis au client de ramener le produit directement chez lui. Ça peut arriver aussi. Visite de relance aussi, quand il y a d'absence de paiement, les clients ne payent pas, aussi il faut relancer. Ou bien les clients ont oublié de renouveler les contrats. Ça aussi, il peut y avoir des visites de relance. Il y a également des visites de vente. Bon, les visites de vente, on a souvent tendance à dire que c'est seulement cette visite-là qui permet de générer du chiffre d'affaires, de rentrer de l'argent rapidement. C'est important. Permet de clôturer l'acte de vente et puis arriver déjà à générer du chiffre d'affaires. Ça, c'est important, cette visite-là. Il y a la visite qu'on réalise pour les suivis, c'est visite des services après-vente pour voir est-ce que le client est satisfait ou insatisfait. Est-ce que le produit ou le service correspond aux besoins de la clientèle. C'est pour cela qu'on réalise cette visite-là. Il y a également les visites de réclamation. Ces visites sont couplées aux visites de suivi parce que parfois on cherche à faire du suivi pour résoudre un problème quelconque, notamment un problème rencontré par le client après avoir acheté un produit ou bien une panne quelconque. C'est important, il faut tenir compte de cette visite-là. Alors, ces genres de visites, que ce soit visite de suivi, visite de réclamation, ces visites permettent de fidéliser la clientèle. Il ne faut pas passer à côté. Alors, il y a également les visites des clients à problème, les clients à problème, surtout les clients qui ont le plus souvent des retards. Et ce type de visite est appelé également visite de suivi parce que, voilà, ce sont des clients à problème, on fait des suivis. C'est pareil pour une visite de relance. Les visites de relance, ce sont des visites de suivi aussi. Il faut penser à ça. Et puis, on a les visites d'études. Visites d'études, c'est, comme on avait dit tout à l'heure, c'est pour des transactions sophistiquées, pour les ventes sophistiquées, qui demandent vraiment de réaliser une étude. Comme ça, vous pouvez avoir avec vous, ou bien le vendeur, ou bien le commercial peut avoir avec lui euh, une liste d'informations à collecter ou bien une liste à cocher ou bien un questionnaire, un guide d'entretien pour pouvoir cerner vraiment le besoin de la clientèle. Ça, c'est très important. Et parfois, on peut réaliser ces genres d'études aussi, ces genres de visites, comme études de satisfaction, comme une sorte de visite de suivi aussi.
En gros, ce sont ces visites qui sont très importantes pour vous en tant que responsable d'entreprise, pour vous en tant que commercial, hein, c'est très important pour vous. Ces différents types de visites qu'on vient de présenter, il y a seulement la visite de vente qui permet de conclure l'acte de vente et rentrer de l'argent immédiatement à la caisse. Après, il y a les visites de suivi qui sont réalisées pour fidéliser la clientèle et les visites de réclamation qui permettent de résoudre un problème en même temps, ça permet de fidéliser la clientèle. Et ces clients qui avaient un problème et après avoir résolu leur problème, ces clients sont devenus des véritables ambassadeurs ou bien des véritables avocats pour l'entreprise. Ça, c'est extraordinaire. Il faut penser à ça. Après, il y a les visites des clients à problème. Pareil pour les clients à problème. Si on arrivait à les canaliser, surtout ceux qui ont des problèmes, bon, il y a d'autres clients à problème, c'est des clients qui ne payent pas. Il peut y avoir un problème. Si les clients ne payent pas à temps, peut-être c'est un problème personnel. Il faut cerner ce problème-là et proposer une alternative. Une solution alternative, c'est très intéressant. Il faut toujours réaliser ces visites. Ce n'est pas dire que ça me prend de l'argent de déplacer. Non, il faut déplacer. Il faut déplacer. Peut-être ces clients-là, un problème de financement, un problème de revenus, un problème de budget. Peut-être si vous proposez une alternative à ces clients et ces clients vont vous suggérer d'autres clients, d'autres personnes pour acheter vos produits. Ça, il faut penser à ça. D'accord? Nous, en négociation, on cherche toujours le compromis. Il faut toujours le compromis. Même si nous fonctionnons dans une économie capitaliste, des capitalistes agressifs. Ça aussi, c'est problématique. Quand on a des capitalistes agressifs, ça ne change pas les choses. On ne peut pas améliorer la situation des gens et aussi, on ne peut pas projeter dans le temps. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. OK, on a terminé avec les études. Maintenant, on va voir les moyens nécessaires pour réussir une bonne négociation. C'est très important. C'est vrai. Une fois qu'on cherche à mieux répartir les vendeurs ou les commerciaux, on planifie les visites, les différents types de visites à réaliser, puis on a pris les rendez-vous. Maintenant, il faut voir quels sont les moyens qu'on doit avoir à notre disposition pour mieux réaliser la négociation. Comme premier moyen, c'est la connaissance du produit. On ne peut pas vendre des produits on n'a aucune connaissance sur le produit. Connaissance en termes de produit lui-même, hein, connaissance en termes de stock disponible, du prix, parce que c'est important, quel prix plancher et quel prix plafond. Et un prix plancher, pourquoi on a ce prix plancher? C'est par rapport à la concurrence. Est-ce que malgré tout, est-ce qu'on est au-dessus de la concurrence ou bien on est en dessous de la concurrence? Si on est au-dessus de la concurrence par rapport au prix plancher, il faut justifier pourquoi. Si on est en dessous de la concurrence par rapport au prix plancher, il faut jouer sur le rapport qualité-prix. C'est très important. Les garanties qui sont allouées à ce produit ou ces produits et les modes et délais de livraison, délais de paiement, c'est important. Délai de livraison, délai de paiement, les conditions de livraison, tout ça fait partie des connaissances du produit. Les connaissances techniques telles que couleur, taille, forme, poids, etc., c'est important pour vous. Les différents types de marques dans une gamme quelconque, les qualités et conditions d'utilisation du produit, les conditions générales de vente, ça c'est important. Et puis les connaissances psychologiques, à savoir quels besoins que ce produit permet de satisfaire. Et puis, savoir proposer le bon produit hein, au bon moment et au bon client. Il ne faut pas proposer un produit qui ne correspond pas aux besoins de la clientèle, aux besoins de votre client. Parce que, en amont, vous cherchez des informations pour connaître hein, qui est cette personne, ce que cette personne recherche. C'est pour cela, c'est important de faire ce travail de veille en amont. Ça, on parle souvent de ça. Veille, c'est important. La veille de la clientèle. Il faut que vous ayez un maximum d'informations sur votre client, sur les clients à visiter, ou bien sur tous les clients à visiter. Alors, en termes de moyens pour réussir la négociation, on va entrer en détail sur la connaissance du produit. Exemple, quand vous êtes vendeur d'outils informatiques ou électroniques, est-ce que ces outils électroniques ou informatiques sont compatibles déjà aux prises électriques de votre pays? Aux prises électriques de votre pays, est-ce que ça correspond à la prise européenne, américaine, britannique, hein, chinoise, etc. D'accord? Il faut penser à ça. Est-ce que ça correspond? Ça, c'est la première chose. Connaissance du produit et le stock. Le niveau du stock, c'est important. Avoir une idée sur le niveau du stock.
Est-ce que vous avez des quantités suffisantes? Supposons que quelqu'un ou bien un client veut commander en grande quantité. Ça aussi, pour que vous ayez une idée. C'est pour cela, avant même de partir, ces informations doivent être en votre possession. D'accord? Sans oublier votre tableau Excel qui est formidable. Chaque fois que vous vendez un produit, vous l'ajoutez et puis ça sort automatiquement. Mais d'avoir un tableau de bord interactif avec vous, ça c'est important d'avoir un tableau de bord. Vous pouvez construire un tableau de bord interactif à partir d'Excel. Ça marche très bien. Ça passe très bien. Une fois que vous ajoutez un produit vendu ou bien vous ajoutez une commande qui est passée et puis le stock diminue au fur et à mesure. Comme ça vous permet d'avoir une idée sur votre stock. D'accord? C'est important d'avoir ces genres d'informations. Autre information, le prix. Hein. On a parlé du prix plancher et le prix plafond. Là encore, vous vous comparez par rapport à la concurrence pour montrer votre valeur supérieure par rapport à la concurrence. D'accord? Pour montrer votre avantage comparatif. Ça, c'est très intéressant pour vous, pour arriver à convaincre votre clientèle. C'est vrai, c'est important. Et puis les connaissances psychologiques hein, aussi, quel bienfait que ce produit permet de procurer pour l'utilisateur, pour l'acheteur, pour le client. Ça aussi, c'est important. À quel moment il faut consommer ce produit? Quand on consomme ce produit, qu'est-ce que ce produit fait dans l'organisme? Quel bienfait que ça apporte? Quel bien-être que ça procure? Quel confort ça apporte quand on achète, quand on utilise ce produit? D'accord? Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Maintenant, nous allons passer aux outils qu'on utilise, les outils qu'on commence à parler, mais c'est important de revenir sur ces outils-là. Les outils de base, hein, c'est bureautiques tels que téléphone portable, ordinateur portable, les blocs-notes, stylos, c'est primordial. Sur vos ordinateurs portables et tablettes, hein, je n'ai pas mentionné, smartphones, tablettes, vous avez au moins la liste des clients présents partout. Vous pouvez switcher rapidement. Ça, c'est important et vous avez un ensemble d'informations sur chaque client à visiter. C'est la première chose. Et deuxième chose, la fiche. La fiche, c'est important, la fiche nominative. On ne peut pas partir comme ça à l'abordage. Il faut avoir une fiche nominative qui vous aide au travail. À savoir, dans cette fiche-là, on a le nom de la personne, son adresse, on a même l'heure qu'on va visiter cette personne, en fonction de la distance, bien sûr, en fonction des moyens de transport qu'on utilise, bien sûr. Et quel jour dans la semaine, hein, c'est important. Est-ce que c'est matin? Est-ce que c'est dans l'après-midi? Ça, c'est important. Il faut noter ce genre de produits-là. Et en même temps, si c'est une visite de relance ou bien de suivi, quel produit que cette personne a commandé ou bien ce client avait commandé, quelle quantité. Voilà. La livraison, comment ça a été fait. Tout ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Le montant de la transaction. Pour que vous projetez par rapport à ça. Si c'est une visite de relance. Et les matériels de démonstration, des échantillons, pour que vous ayez toujours des échantillons. Bon, si ce sont des solutions technologiques, hein, là, on n'aura pas des échantillons, mais au moins, on a les logiciels en mode d'essai que vous pouvez mettre à disponibilité de la clientèle. En mode d'essai. Un essai de 7 jours, hein, généralement 7 jours, parfois 14 jours. 7 jours peut-être pour l'essai seulement, pour découvrir. Alors, 7 jours pour découvrir avec seulement un seul usage et puis on peut verrouiller les tests hein, jusqu'à 2 fois ou 3 fois, pas plus. Parce que si on donne jusqu'à 4 fois, plus que 3 fois, la personne peut faire un premier essai qui n'est pas concluant, puis un deuxième essai qui n'est pas toujours concluant parce que la personne a pu repérer toujours des erreurs. Et la personne continue avec un troisième essai qui marche et la personne trouve la formule exacte. Et il n'y aura pas un quatrième essai. C'est les 3 premiers essais, c'était pour vraiment voir, tester le produit d'une part, ou le service d'une part, ou la solution d'une part, pour voir comment ça se comporte. Peut-être la personne avait utilisé des échantillons un peu limités, mais pour un quatrième essai ou une quatrième expérience, là, la personne doit payer. Même si on a donné une deadline pour 14 jours d'essai ou bien 7 jours d'essai,
mais la personne est limitée en tant que nombre d'essais. Ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Ce sont des solutions que vous mettez à la disponibilité de la personne à titre d'essai. Pareil, si vous êtes dans l'architecture, on ne peut pas faire une démonstration en direct, mais par contre, on présente des plans. On présente des plans et on peut même laisser des exemples de plans. Ou bien on a des modèles en miniature. On a des modèles en miniature, on monte, on ne va pas laisser. On monte des modèles en miniature. D'accord? Des copies qui ne sont pas terminées, bien sûr. Sinon, ils ne vont pas faire appel à vous. Il faut laisser planer le mystère. Voilà, journal des visites, c'est toujours important parce que ça permet de réaliser le rapport derrière. Alors, maintenant, comment on prépare un rendez-vous? On va voir qu'on va répéter des choses qu'on avait déjà dit. Déjà, vous prenez votre rendez-vous, soit au téléphone, soit par mail, ou bien par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ou au moins par l'intermédiaire d'un contact quelconque, ou bien par les annuaires. Ça peut arriver. Et vous préparez, une fois que vous avez votre rendez-vous, vous avez déjà planifié pour votre semaine, vous préparez les documents qui sont importants. Faites une préparation administrative, à savoir tous les documents. Quand on parle des documents, on a la liste des clients, c'est important, la liste des clients. On a également avec nous les outils bureautiques, stylo, téléphone portable, on a ordinateur portable, on a les blocs-notes avec nous, les fiches, etc. Et puis, vous faites une préparation technique. Ça, c'est important d'avoir une préparation technique en amont. Les différents échantillons, les démonstrations, vous pochez votre démonstration, vous faites une démonstration à blanc devant vos collaborateurs, ou bien vous faites ça tout seul devant votre mémoire. Ça, c'est important, vous vous préparez en amont. Et vous avez des échantillons de produits avec vous. Il ne faut jamais oublier les échantillons de produits si vous vendez des produits. Mais si ce sont des solutions technologiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des moyens d'accès, vous avez des liens de connexion et vous donnez accès et comme ça les personnes et les clients peuvent tester. Et vous recherchez des informations sur les clients. Ça, c'est important sur chaque client. Il faut que vous disposez d'un certain nombre d'informations. Alors, ce travail de veille, il faut toujours réaliser ce travail-là. Ce n'est pas seulement pour la prospection. Il faut toujours réaliser ce travail. Même si vous avez déjà des informations, essayez de compléter ces informations. Si vous avez eu le client au téléphone, profitez lors de la prospection pour collecter un ensemble d'informations importantes. Ça vous permet de mieux cibler ou cerner les besoins de la clientèle et mieux proposer des produits qui adaptent et qui répondent à ces besoins. Mais autre chose qu'il faut pas oublier dans les documents administratifs les catalogues. Les catalogues sont là pour ça. Les catalogues permettent de voir comment ça s'est fait, la mise en situation. Et puis, bon, de nos jours, avec la technologie, il y a la réalité augmentée, mais dépendamment de votre budget, de votre entreprise, de la taille de votre entreprise, de vos moyens, peut-être vous n'avez pas cette possibilité de travailler sur la réalité augmentée, de proposer une visite guidée par l'intermédiaire de la réalité augmentée, de proposer des essais par l'intermédiaire de la réalité augmentée. Mais il faut penser à ça. Mais par contre, vous devez toujours avoir votre catalogue. Vos catalogues sont importants avec vous. Parfois plusieurs catalogues si vous êtes dans plusieurs secteurs et plusieurs catégories de produits, etc. Il faut faire également une préparation technique en amont, comme on avait mentionné tout à l'heure, des échantillons, des démonstrations à blanc. Et quand vous êtes sur place, et vous faites des démonstrations réelles, parce que c'est important. Autre chose déjà, hein, si ce sont des clients, différents types de clients, parfois des clients fournisseurs, parfois des clients acheteurs et aussi des clients B2B. Ça, il faut que vous vous renseigniez sur l'ensemble des informations qui concernent votre client, notamment les données sociodémographiques, c'est important. Les données démographiques, les données géographiques, les données sociodémographiques. Et les données sur la famille, par exemple, vie de famille, est-ce que c'est en couple ou bien la personne est seule. Tout ça, ça vous donne une idée comment vous allez vous comporter également et le produit, hein, pour voir quelle quantité que vous véhiculez. Si c'est en famille, est-ce que c'est un produit accessible pour la famille? Si c'est alimentaire, si la personne vit en famille, c'est peut-être la famille. Mais par contre, si la personne vit seule, une petite quantité, vous voyez, tout ça, ça vous permet de projeter et toujours de revenir sur votre stock pour savoir est-ce que votre stock correspond à l'ensemble des visites que vous allez faire. Voilà, ça c'est important. Et aussi l'habitat où la personne habite. Où la personne habite. Dans quel lieu? Est-ce que la personne vit en appartement partagé ou bien est-ce que la personne vit en pavillon?
Ces données sont primordiales. Et les lieux d'habitation urbains dans les villes ou bien milieu rural à la campagne, tout ça, ce sont des idées importantes pour vous. Vous avez toutes ces informations avec vous qui vous permettent de mieux réaliser votre travail de commercial. Quand vous réalisez les visites, dans ces visites-là, vous aurez des choses quand même à proposer et pour arriver à convaincre la clientèle en face de vous. Alors, une fois c'est réalisé, maintenant, on va réaliser l'entretien. L'entretien se réalise quand vous êtes en contact avec le client. Par rapport à ça, j'ai mis à votre disposition un ensemble d'outils. Il y a des vidéos qui vous accompagnent pour faire ce travail. Essayez de regarder ces vidéos-là. Bon, ce sont des séances de négociation ou bien des anciennes mises en situation de négociation. Ça date, mais ça ne change pas. Ça ne change pas parce que ce sont toujours les mêmes tactiques, les mêmes techniques qu'on utilise. On se donne rendez-vous très vite, surtout quand on va traiter les objections. Et aux prochaines séances, on va voir comment ça se réalise. Vraiment, la négociation. Comment ça se réalise et puis comment on traite les objections. Ciao.